Sorcières, sorciers et moldus, érudits ou curieux, bienvenue dans Aspic, l'Académie des sorciers, un podcast intéressant et captivant, une émission proposée par la Gazette du Sorcier. Je suis Marjolaine. Et je suis Alix, et bienvenue dans ce 16e épisode de l'Académie des sorciers. Donc pour la rentrée d'Aspic, on vous a proposé un épisode un peu spécial. Donc le 12 septembre dernier, la Gazette fêtait ses 20 ans, lors d'un événement Harry Potter qui se déroulait à l'orangerie du château de Thory. Donc on y a proposé de nombreuses activités et tables rondes, et une d'elles s'intitulait « Il travaille avec Harry Potter, rencontre avec les professeurs de Poudlard ». Donc cette table ronde était animée par Marjolaine, et elle réunissait plusieurs auteurs qui ont publié autour de Harry Potter. Donc, si vous avez écouté nos précédents épisodes, vous reconnaîtrez plusieurs d'entre eux qui sont déjà intervenus dans l'émission. Oui, et pour celles et ceux qui n'ont pas pu assister à cette belle rencontre, on a enregistré tout ça et on vous le propose pour cet épisode pour pouvoir vous y replonger comme si vous y étiez. Avant de commencer, je voulais poser une petite question. Est-ce que parmi vous, il y a des auditrices et auditeurs du podcast Aspic ? Oui. Alors, pour celles et ceux qui ne se connaissent pas ce podcast, c'est un des podcasts produits par la Gazette du Sorcier qui s'est lancé il y a quelques années. Aspic pour l'Académie des sorciers, un podcast intéressant et captivant. Et c'est un podcast où on invite tous les mois un chercheur, un spécialiste, quelqu'un qui a étudié Harry Potter à travers son propre domaine de recherche ou domaine professionnel, etc. Et du coup, c'est des prétextes à chaque épisode de voir Harry Potter autrement à travers les domaines d'expertise, les domaines de recherche de nos invités. Et là, vous avez un magnifique panel d'invités, de personnes qui ont déjà enregistré des épisodes avec nous dans notre podcast, sauf un où l'épisode va arriver très prochainement. Mais donc, je vous invite à aller découvrir aussi ce podcast. Alors, je vais les présenter, nos chouettes invités. Donc, avec nous, on a Silène Edgar. Bonjour. Qui est donc romancière et aussi spécialiste d'Harry Potter, qui a notamment écrit un mémoire de recherche en littérature sur Harry Potter et qui elles, n'ont pas fait un, mais 2 épisodes avec nous déjà sur divers thématiques en lien avec l'analyse littéraire d'Harry Potter. Et tu as notamment écrit des articles sur Harry Potter et un essai à venir. Voilà, donc tu continues à écrire aussi sur Harry Potter. Donc voilà pour Silène. Ensuite, on a Gaëtan Boulanger. Bonjour. Qui est journaliste et auteur et spécialiste des jeux vidéo et qui a notamment publié assez récemment, l'année dernière, un livre intitulé « Dans les coulisses des jeux vidéo Harry Potter ». Et les trois premières années à Poudlard. Donc c'est un livre qui est centré sur la création des 3 premiers jeux vidéo Harry Potter. Donc voilà, une thématique assez inédite pour un livre. On va revenir dessus. Ça marche. Ensuite, on a Blandine Le Calais. Bonjour. Et accompagnée de sa fille, Valentine Le Calais. Bonjour. Donc Blandine est maître de conférences de latin à Paris-Créteil, mais aussi romancière, scénariste de BD, traductrice, et elle est aussi l'autrice de Le monde antique d'Harry Potter, l'encyclopédie illustrée par sa fille, Valentine. Et donc voilà, pareil, un livre qui est sorti il y a peut-être l'année dernière aussi, 2 ans. Bientôt 2 ans. Bientôt 2 ans. Et enfin, nous avons Nicolas Rousseau et Valère Endior. Pardon, je ne vous ai pas présenté en même temps. Donc Valère et Nicolas. Bonjour. Bonjour. Valère est professeur de droit à l'Université de Bretagne occidentale et Nicolas aussi a enseigné le droit et travaille désormais au ministère des Finances. Et ils ont tous les deux coordonné l'ouvrage collectif Le droit dans la saga Harry Potter. Donc un passionnant ouvrage aussi qu'on a eu l'occasion de discuter aussi pendant le podcast. Donc
avant de rentrer un peu plus dans les ouvrages des uns et des autres et les études des uns et des autres, j'avais une première question. Est-ce qu'il faut forcément être un ou une serre d'aigle pour écrire un livre sur Harry Potter? Est-ce qu'on n'a que des serres d'aigle dans l'auditoire, enfin dans le panel? Moi, je suis mi-serre d'aigle et mi-pouf-souffle. Ok. Donc, un peu de pouf-souffle, sinon c'est... Moi, je crois que ça se voit, je suis 100% serre d'aigle, alors je peux pas répondre à la question. On n'a que des serres d'aigle, du coup? Bon, on va renforcer la caricature, du coup. Mais il y a un peu de chacun en chacun de nous. Évidemment. C'est sûr. J'ai animé une heure de répartition. On a pu voir que c'était difficile de répartir les personnes. Question un petit peu plus sérieuse peut-être. Je voulais savoir un peu auprès de vous tous, quel a été en fait le déclic qui a poussé chacun de vous à aborder Harry Potter d'une manière sérieuse, quoi, de se dire, c'est pas juste parce que je sais que vous êtes tous amateurs et amatrices de la saga aussi en tant que lecteurs, à la base, avant de vous dire, je vais l'étudier. Moi, je m'étais promis pendant l'agrégation de lettres que si je réussissais à l'avoir ce concours, je me ferais plaisir. Et j'ai eu l'occasion du coup de rencontrer Anne Besson, qui est une grande spécialiste de fantasy. Qu'on a eu aussi dans le podcast. Ouais, et qui est merveilleuse. Et qui m'a dit, OK, on y va. Et voilà, je me suis retrouvée à faire de la recherche sur Harry Potter, après avoir bien souffert avec Madame de Sévigné et d'autres moins rigolos. Moi, c'était vraiment plutôt par hasard. C'est quand je me suis intéressé au sujet des jeux Harry Potter pour moi-même et que je me suis aperçu qu'en fait, il n'y avait absolument aucune information sur comment ils avaient été créés, ce que je trouverais frustrant, parce qu'il y a plein d'informations sur comment les films ont été créés, puis le parcours de J.K. Rowling, etc. Mais il n'y avait aucune information sur les jeux et je me suis dit, je vais faire cette recherche moi-même. Donc il n'y a pas eu vraiment de déclic, c'est de découvrir que ça n'existait pas avant que je le fasse. Ça, c'est vraiment très serre d'aigle, ça. Je crois qu'on peut le dire. Alors moi, j'aurais jamais eu l'idée d'écrire ce livre sans mes étudiants, à qui je donne des cours de littérature latine et de culture de l'Antiquité à l'université. Et en fait, un jour, ils sont venus me trouver, ils m'ont dit, Madame, au fait, les sorciers, ils parlent latin? Alors je dis, bah oui, ils parlent quelque chose qui ressemble vraiment au latin, puis il y a plein de noms latins. Madame, vous pourriez pas nous faire un cours sur l'Antiquité dans Harry Potter? Et en fait, je leur ai dit, bah, écoutez, après tout, pourquoi pas? Parce que je me suis rendu compte qu'il y avait tellement de noms de personnages qui faisaient référence à des dieux, à des monstres, à des héros. J'ai dit, ok, on fait ça. Et donc, je leur ai fait deux cours, 2 séances sur Harry Potter. Et en fait, ça a eu un tel succès que, en fait, après, chaque année, j'ai refait un cours là-dessus. Et puis, il y a 3 ans, pendant l'été, je me suis dit, je vais compléter ce cours pour qu'il soit plus complet pour les années suivantes. Et en fait, je me suis complètement lancée dans la relecture et la recherche. Et à la fin de l'été, j'avais tellement d'informations que je me suis dit, mais il faut que je fasse un livre. Et donc, après, je me suis dit, bon, est-ce que je fais un essai universitaire, etc. Et j'ai dit, non, je veux quelque chose de très simple à consulter, très facile. Lançons-nous dans une encyclopédie. Et je remercie mes étudiants dans la dédicace parce que sans eux, je pense que j'aurais pas sauté le pas, j'aurais pas eu l'idée de faire ce livre. Alors pour nous, il y a une version officielle et une version officieuse. Officieuse tout de suite. La version officielle, c'est que dans le domaine juridique, il y a de plus en plus eu d'analyses d'univers de fiction. Vraiment différents, Game of Thrones, Star Trek, Star Wars, etc. Et nous, on était fans d'Harry Potter, donc on s'est dit, bon, on va faire ça. Et c'est une façon d'intéresser les étudiants au droit, qui est une matière qui est un peu aride comme ça, vue de l'extérieur, et de leur faire passer des concepts, de faciliter l'enseignement. La version officieuse, c'est que on s'est retrouvés un soir, on avait trop bu de bière au beurre et on s'est dit ouais, on va faire ça, c'est trop une bonne idée et voilà. Et c'est vraiment comme ça que ça se passe. Alors, on va revenir un peu sur chacun de vous pour qu'on s'intéresse un peu plus précisément à vos livres, à vos travaux. Je vais commencer avec toi, Gaëtan, puisque en fait
comme tu l'as dit, le sujet de ton livre, il peut sembler un peu, assez spécifique, quoi, pour à la fois non seulement des amateurs d'Harry Potter, mais aussi des passionnés de jeux vidéo. Mais en fait, ton travail, ce que j'ai trouvé d'autant plus intéressant d'en discuter aujourd'hui, aux 20 ans de la Gazette, c'est que ça permet de se replonger dans une époque particulière qui est en fait celle de l'expansion du monde magique et du fandom au-delà des livres. Et c'est aujourd'hui, on fête du coup 20 ans de fandom. Et là, on replonge vraiment dans cette ambiance du début des années 2000, le moment où est née la Gazette du Sorcier, mais aussi où sont nés les premiers jeux vidéo. Et du coup, je vais te demander, qu'est-ce que tu retiens de toutes tes recherches, de cette ambiance de ce début des années 2000 ? Ce que je retiens de l'ambiance, en fait, je sais pas, je dirais que déjà, effectivement, c'est les 20 ans du fandom, tout ça, et pour quelqu'un comme moi qui est né au début des années 90, c'est vrai que le début des années 2000, c'était vraiment ça, uniquement Harry Potter et tout. À la cour de récré, tout le monde lisait Harry Potter, moi aussi. Puis quand les jeux sont arrivés, tout le monde y jouait, peu importe la console. Et c'est vrai qu'il y a cette ambiance de l'impression que tout le monde y a joué, tout le monde connaît. Ou quand je discute avec d'autres personnes de ma génération, je leur demande, je disais normalement que je faisais un livre sur les jeux Harry Potter. Ils disaient, ah oui, j'ai joué à ce jeu-là, il était trop bien, etc. Et du coup, on retrouve vraiment je trouve que c'est une Madeleine de Proust pour beaucoup de gens de se souvenir de ces heures passées à l'époque. Rien que l'évocation permet de se replonger effectivement dans cette époque où c'était vraiment la folie, où on découvrait à la fois les livres et les films à l'arrivée. Il y avait vraiment la construction du phénomène, en fait, à ce moment-là. Donc ça, c'est pas par rapport aux recherches en particulier, mais vraiment par rapport au sujet en lui-même. Donc je ne sais pas si ça répond exactement à ta question. Mais... Si, c'est totalement une partie de la question. Mais du coup, je me pose aussi cette même question du point de vue des acteurs, des créateurs de jeux vidéo, donc, qui ont du coup avaient aussi une relation assez particulière avec Warner Bros, avec J.K. Rowling. C'est ça, oui. Alors, il y en a beaucoup, pas tous, mais qui ont eu la chance de pouvoir travailler directement avec J.K. Rowling dans des séances de réunion créative, ou alors pas en la voyant directement, mais en lui envoyant des questions où elle répondait, à leur envoyer des réponses. Par exemple, ils avaient une liste de créatures qu'ils pouvaient mettre dans les jeux. Du coup, c'était un peu le livre Les Animaux Fantastiques avant l'heure. Il était vraiment sorti. Enfin, ce qu'ils ont reçu, c'était vraiment le livre, mais un an avant qu'il sorte, en fait, le livre Les Animaux Fantastiques. Donc par exemple, voilà, ils étaient vraiment aussi en plein là-dedans. Et pour les créateurs, il y en a certains pour qui ils avaient déjà une grande affinité pour Harry Potter. Ceux qui ont lancé, notamment, parce que les jeux ont été édités par Electronic Arts, donc ceux d'Electronic Arts qui ont lancé la relation avec Warner Bros, c'était des fans d'Harry Potter qui se sont dit, là, il y a un truc à faire, là, c'est extraordinaire, il faut qu'on fasse quelque chose avec ça, on ne peut pas rater ça. Et donc, parmi les studios qui sont chargés des jeux, il y en a eu certains où ils avaient vraiment beaucoup d'amour pour Harry Potter déjà, et d'autres qui, un peu moins, où ils se demandaient, mais ils ne se rendaient pas compte, il y en a plusieurs qui m'ont dit ça, parce que pour le livre, j'ai interviewé une centaine de développeurs quand même, certains m'ont dit qu'ils ne se rendaient pas compte que ça allait être un phénomène à ce point-là, qu'ils étaient à fond dans leur travail, ils disaient, mais ils se sont rendus compte que quand c'est sorti, qu'il y avait cet impact au final, et qu'ils ont participé à ça, malgré eux, entre guillemets, mais ils ne se rendaient pas compte qu'ils participaient à ce point à la création ou l'expansion du fandom, effectivement. Ouais. Parce que du coup, ton livre, je l'ai lu cet été, et j'ai été hyper intéressée de voir comment ça dialoguait avec le tien, Blandine, parce qu'en fait, la particularité du livre de Blandine, c'est que c'est non seulement une encyclopédie des mots qu'on retrouve dans les livres, évidemment, mais tu utilises aussi toutes les sources possibles et imaginables en lien avec l'univers étendu Harry Potter, et tu utilises notamment les jeux vidéo, donc des sortilèges ou des mots de passe, ou tout ça, tous ces mots latins qu'on peut retrouver dans les jeux vidéo et qui en tout cas en tant que joueur, on les découvrait dans les jeux vidéo, le fameux flipendo, tu les utilises aussi comme tes sources. Et en fait, en voyant avec le travail de Gaëtan à quel point le choix de ces termes, il y a eu à la fois une invention des créateurs, mais aussi ils utilisaient la source qui venait directement de J.K. Rowling. C'était intéressant de voir les deux ensemble. C'est pour ça que je vais causer avec Gaëtan en off juste après et acheter son livre, parce que, en fait,
je pense que le latin, la référence à l'Antiquité est une parmi bien d'autres, mais des clés de cohérence de la saga, et que cette récurrence des références à l'Antiquité et des noms latins, ça offre vraiment un sentiment qu'il y a une culture cohérente, et ça unifie les 7 tomes. Et j'ai été bien sûr très sensible au fait que dans les jeux vidéo, ça continuait. Le latin a proliféré, les références à l'Antiquité, les mots de passe, etc. C'est hyper intelligent, hyper cohérent. Et j'y voyais la patte de J.K. Rowling, plus évidemment la conscience de la part des développeurs que le latin, c'est capital pour continuer à prolonger cet univers en constante expansion, quoi. Et du coup, j'avais une autre question qui a prolongé un peu ça. C'est, en tant que chercheuse, comment parce que c'est une question qui taraude le fandom, qu'est-ce qui est canon, qu'est-ce qui n'est pas canon, qu'est-ce qu'on peut considérer comme l'univers étendu, qu'est-ce qu'on inclut en fait dans le canon justement Harry Potter. Et donc toi, tu as fait le choix vraiment de tout prendre, tout ce qui était possible, y compris des livres, livres compagnons des films. Oui. Et du coup, je me posais la question sur comment on choisit de tout inclure en fait. Bien, en fait, j'ai choisi de tout inclure parce que je me suis rendu compte d'abord que J.K. Rowling, quand elle a eu fini sa saga, n'a pas pu se défaire de ses personnages, qu'elle est habitée en fait par le monde qu'elle a créé, et qu'elle a eu envie de le prolonger, notamment à travers Pottermore, etc., où elle a continué la biographie, où elle nous a raconté des tas d'épisodes qui ne sont pas racontés dans la saga. Et comme tout est très cohérent, qu'elle a vraiment le souci de tout verrouiller, etc., comme par exemple les contes de Biddle le Barde, le Quidditch à travers les âges, tout ça, ce sont des ouvrages qui sont cités dans le livre, donc qui font partie pour moi de l'univers intellectuel de la saga. Je me suis dit, il n'y a aucune raison finalement, à partir du moment où il y a la patte de J.K. Rowling, de le repousser. En revanche, j'ai trouvé important de faire une distinction entre ce qui relève des ouvrages publiés, figés, c'est-à-dire les 7 tomes de la saga et la bibliothèque de Poudlard, hein, pour faire simple, et ce qu'elle écrit par ailleurs à côté, qui a un côté un peu plus mouvant, puisqu'on sait que le canon, elle le révise parfois, elle le modifie, etc. Et ça n'a pas pour moi la même valeur que ce qui est publié, qui est donc figé et pour moi canonique. Donc c'est pour ça que dans mon encyclopédie, j'ai un double système de notation. Je mets en gras, les entrées en gras, c'est des concepts ou des noms qui sont imprimés, qui font partie de l'œuvre publiée, et ce qui est les entrées en minuscules, c'est tout ce qui est en rapport avec le reste en fait. Voilà. Mais je me suis dit, pourquoi se priver de la façade immergée de l'iceberg alors que c'est si intéressant et si riche? Et j'en profite pour relayer l'appel que tu t'avais fait passer oui. Alors, décor des films. Donc j'ai essayé de repérer toutes les inscriptions en latin qui passaient dans les images des films, parfois en regardant image par image, etc. Et je me suis rendu compte que dans la salle de potions, il y a énormément d'inscriptions en latin sur les murs. Donc j'ai réussi, avec des captures d'écran et puis en reprenant des photos des studios de la Warner à Londres, à récupérer beaucoup de ces inscriptions qui sont très intéressantes parce qu'elles font référence à des ouvrages de magie et d'alchimie, où c'est des listes de pierres magiques, d'animaux magiques, etc. Mais je n'ai pas réussi à récupérer toutes les inscriptions. Donc si certains d'entre vous disposent de photos qu'ils auraient prises, s'ils ont eu la chance d'aller visiter les studios de la Warner ou s'ils connaissent des gens qui y sont allés, et si vous avez des photos de la salle des potions où ces inscriptions apparaissent, je serais très heureuse de pouvoir, si vous le souhaitez, avoir ces photos, non pas pour les diffuser bien sûr, c'est des photos personnelles, mais juste pour récupérer les inscriptions qui me permettraient de rajouter des articles dans mon encyclopédie pour les futures éditions. Donc, si vous pouvez relayer cet appel à l'aide, parce que je voulais aller dans les studios, mais avec le Covid, tout est bloqué, donc n'y pensons plus, pour l'instant en tout cas. Donc voilà, je lance cette bouteille à la mer et j'espère que vous serez nombreux à pouvoir diffuser et relayer. Merci beaucoup. Et Valentine, ton travail d'illustration est fascinant. On avait eu la chance de passer un peu de temps à en discuter sur l'Instagram de la Gazette pendant le confinement. C'était une bonne activité de confinement. J'essaye juste de vous en montrer de loin parce qu'on n'avait pas prévu que Valentine soit à la table ronde. Donc sinon, on vous aurait fait un truc. Donc je vous en montre quelques. Mais pour rester un peu dans cette thématique des inspirations et de ce qu'on utilise comme inspiration, ton travail, tu utilises plein d'inspirations différentes aussi
dans les lettrines, puisqu'en fait son travail c'est sur chaque lettrine de l'encyclopédie. Il y a tout un travail d'illustration autour, très symbolique, à la fois qui rappelle les mots qui commencent par la même lettre qu'elle illustre. Et donc des fois c'est clair, enfin, on voit bien il y a une... j'ai pas d'exemple précis en tête, mais je dis n'importe quoi, à oiseau, voilà. Mais il y a d'autres choses qui sont beaucoup plus symboliques, ésotériques, etc. Et donc je voulais te poser la question sur ces inspirations, à la fois en lien peut-être avec le fait que tu fais partie de celles aussi qui ont grandi avec Harry Potter, et comment ça se mélange tout ça, tes inspirations liées à Harry Potter et qui vont bien au-delà, parce que c'est un style totalement différent de ce qu'on a l'habitude. En fait, c'était un super défi ce travail. Donc, l'éditeur de l'encyclopédie Stock, ils ne sont pas du tout habitués à publier des illustrations, donc il a fallu les convaincre pour inclure ces illustrations-là. Donc, des lettrines noir et blanc, un peu dans des styles de gravure. Je fais de la gravure sur cuivre, mais pour 23 lettrines, là, c'était pas possible, donc c'est des trucs à l'encre. Mais le défi principal, c'est que pour des raisons de droit qui sont bien normales pour protéger le travail des artistes, je n'avais pas le droit de représenter quoi que ce soit qui soit tiré de Harry Potter. Et du coup, il fallait réussir à créer ces lettrines qui rappellent cet esprit, cette magie, toute cette histoire de l'art, un peu de l'alchimie, de la magie, sans rien représenter directement de Harry Potter. Sauf que l'intérêt, quand on travaille sur l'Antiquité, c'est qu'on a 2 millénaires de références à sa disposition, avec lesquelles jouer, avec lesquelles créer ces scènes poisonnantes que j'ai voulu créer. Du coup, je me suis allègrement inspirée soit directement de sources antiques à partir de la statuaire gréco-romaine, soit dans le minure médiéval, de gravures secrètes, plein de références avec lesquelles je me suis amusée à jouer pour réussir à rappeler à tout lecteur de Harry Potter des choses sans jamais directement les représenter. Et je pense qu'on les voit pas de là. Et aussi un des grands intérêts d'être dans un travail de famille, c'est de pouvoir utiliser chaque membre de sa famille pour poser quand il y en avait besoin. J'ai donc transformé mon père, qui était en maillot de bain dans le jardin et armé d'une bouteille de badois, en Hercule furieux, armé d'une massue pour aller haussir le démon Cacus. Il est dans le public, mais... Donc voilà, c'était vraiment extrêmement drôle à faire, et je faisais ça en parallèle de mes études. Il fallait que je tombe une illustration tous les 5 jours tout en faisant mon mémoire d'études, mais c'était super drôle, et surtout c'était mon premier travail publié dans un livre, et c'était un immense honneur et un énorme plaisir de faire ça sur Harry Potter, qui m'accompagne depuis que j'ai 3 ans et demi. Le premier tome qui a été lu à haute voix, avant que tous les autres tomes soient lus à haute voix par ma mère, donc quand j'avais 3 ans et demi. Un autre portrait du père. Vous voyez que l'Oedipe est très prononcé. Nicolas et Valère, votre ouvrage, il nous a vraiment, vraiment très intéressés avec Alix, donc ma comparse d'Aspic, parce que ce qu'on a adoré, c'est qu'en fait, il fait plonger dans le monde magique pour en fait l'étudier comme si c'était un monde réel en soi, et qu'il est assez cohérent en fait pour qu'on puisse analyser ses lois, puisque là c'est sous l'angle du droit notamment, et aussi comprendre ses institutions, etc. Donc on peut vraiment, grâce à la plupart des articles de votre ouvrage, se plonger comme si on étudiait le monde magique comme un monde comme notre société ou une société autre, quoi. Et on a remarqué, et on en avait pas mal parlé aussi pendant l'épisode, mais qu'en fait, on se questionne pas mal sur l'état de la démocratie et du système judiciaire dans le monde magique. Et évidemment, ça nous fait poser des questions sur notre propre monde, mais vraiment, ça me permet de vraiment se poser beaucoup de questions sur mais le monde magique, est-ce qu'il est aussi... il est quand même très problématique sous certains aspects. Et du coup, je me demandais si votre vision du monde magique, en fait, a changé grâce au travail des contributeurs de votre ouvrage ou à votre travail, ou si ça a juste confirmé ce que
vous aviez déjà perçu en tant que lecteur? Moi, j'ai commencé à lire Harry Potter quand j'étais au collège ou au lycée, donc avant de faire mes études de droit. Et je me souviens avoir lu le dernier tome, je devais être en Master 1 ou Master 2, donc déjà ma perception de la saga a évolué, parce que j'ai grandi, je suis devenu étudiant en droit avec la saga. Et là, de travailler, on est donc une vingtaine d'auteurs de plein de spécialités à avoir travaillé sur cet ouvrage. On a beaucoup échangé ensemble pendant quasiment 1 an et demi, 2 ans. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on décelait des choses qu'on n'avait pas identifiées en tant que lecteur lambda. Et effectivement, le monde magique, c'est pas un monde démocratique, c'est peut-être un monde technocratique, avec une administration qui contient une profusion de départements et de services dont on ne sait pas vraiment à quoi ils servent. On s'est beaucoup amusé à faire l'index à la fin, et on s'est rendu compte qu'il y avait quasiment une trentaine de départements rien qu'au ministère de la magie. Des mécanismes de surveillance, des mécanismes qui relèvent de l'état d'urgence. En fait, les tomes 6 et 7, c'est passer de l'état d'urgence à un état autoritaire occupé en fait par des forces du mal, mais aussi un système qui légitime la discrimination entre les sorciers, les créatures magiques, un système qui en fait est le reflet des sociétés que J.K. Rowling a observées en tant que citoyenne, et elle le dit assez fréquemment qu'elle s'est intéressée à l'évolution de certains systèmes européens, notamment le Portugal, pour voir de quelle manière le franquisme avait pu à un moment donné aboutir à la chute des institutions. Et en fait, voilà, pour résumer, on s'en est rendu compte vraiment en écrivant, en discutant, que en arrière-plan des aventures de Harry, Ron, Hermione et des autres, il y a un État, une espèce de micro-État, un État dans l'État, qui est en train de s'effondrer. Et plus on avance dans les tomes, plus on s'en rend compte. Et ça nous a sauté aux yeux, mais au moment où on a commencé à travailler dessus. Ouais, avec le regard de juriste, évidemment, un peu plus confirmé. C'est sûr. Mais c'est vrai que ce qui est hyper intéressant dans les articles, c'est que ça permet de mettre des mots en fait, sur aussi peut-être des ressentis, parce que, et ça, pareil, Silène l'a vachement étudié, l'évolution des tomes et la manière dont c'est construit, c'est des romans d'apprentissage pour le héros, mais pour le lecteur aussi. Et on grandit avec la saga et on en apprend plus on apprend à se poser des questions et à remettre en cause, en même temps que Harry, Ron et Hermione remettent en cause la manière dont fonctionne le ministère, parce qu'on se rend compte que c'est pas du tout, c'est pas les gentils quoi, le pouvoir en place pendant la majorité des tomes. Et du coup, on a l'impression, grâce aux analyses, de comprendre vraiment quels sont les mécanismes qui ont donné les clés aux lecteurs pour se poser des questions aussi sur les institutions. Et on voit avec la manière dont le fandom aussi peut se réapproprier des questions politiques dans le monde réel. Donc, je ne sais pas si vous avez un... Oui, alors peut-être rapidement 2-3 exemples très concrets, et on les note vraiment dès les premiers tomes. Le procès d'Harry Potter, qui ne bénéficie pas de contradictoire et qui, jusqu'à l'arrivée de Dumbledore, ne bénéficie pas d'une assistance juridique. Bon, voilà, ça, dès le début, pour un juriste, c'est quelque chose qui est aberrant. Et qui est mineur, en plus. Pardon ? Il est mineur. Et qui est mineur, par ailleurs. Et pas de preuves, pas d'enquête. Mais c'est vrai que, pour faire écho à ce que tu disais tout à l'heure, c'est surtout dans les 3 derniers tomes que l'on peut faire un parallèle entre ce qui se passe dans Harry Potter et ce qui se passe dans les sociétés démocratiques. La surveillance généralisée. Il y a une contribution qui est consacrée à l'état d'urgence, parce qu'en fait, c'est une professeure de l'université d'Angers qui a constaté que ce qui se passait dans les tomes 6 et 7, c'est la mise en place d'un état d'urgence comme on a eu en France en 2015, et la lutte contre le terrorisme, parce que si on prend des catégories de juristes, en fait, les mange-morts sont assimilés à des terroristes. Et il coche toutes les cases du terrorisme tel qu'on le définit aujourd'hui. Je ne sais pas si tu voulais... Je vais juste ajouter quelque chose. C'est vrai qu'il y a tout ce côté étatique, et puis il y a aussi tout le côté qui moi aussi m'a beaucoup marqué sur, par exemple, la lutte contre les discriminations, avec l'exemple des loups-garous, mais aussi le statut des créatures magiques, qui est vraiment au centre de l'intrigue, etc. Et c'est vrai qu'on voit bien... En fait, il y a tellement de... J.K. Rowling a créé un monde qui, au niveau des institutions, est complet. Il y a un état complet, et il y a très très peu d'univers de fiction qui sont aussi complets et qu'on pouvait autant analyser que la société qu'elle a créée. Ouais.
Et ça me fait une belle transition vers le travail de Silène qui, pour le coup, permet de vraiment, au-delà des thématiques, de rentrer dans la dentelle du travail littéraire, quoi. Et on rentre vraiment sur comment J.K. Rowling manie les mots, manie les thématiques pour les faire se répéter. On a analysé ensemble l'onomastique, donc les origines des noms de lieux, des noms de personnages, etc. Mais l'étymologie, une sorte d'étymologie un peu, encore une fois un parallèle avec le travail de Blandine. Mais on a aussi étudié la construction littéraire en cycle, en cercle, en miroir, en tout ce qu'on veut. Et du coup, je voulais te demander, toi en tant que romancière, quel effet a fait en fait l'analyse du travail de J.K. Rowling sur ton propre travail, sur la manière dont tu vois peut-être ton travail aussi de romancière? Alors en fait, moi j'écris des fictions historiques avec souvent de la magie, de la fantaisie dedans, ou alors quand j'écris pour adultes, enfin j'en écris un petit peu en jeunesse, mais pour adultes je vais dans l'anticipation. Et j'ai fait un livre sur l'état d'urgence en 2014. Avant, c'était pas très sympa après, du coup, quand c'est arrivé. Et là, l'année dernière, un texte sur les affamés sur une dictature sanitaire. Du coup, c'est pas très sympa cette année non plus. Je vais arrêter d'écrire de l'anticipation. Du coup, c'est quoi le prochain? Il parle de quoi? Non, je vais faire du solar punk, un truc vachement plus positif. On arrête les dystopies, on fait des utopies maintenant. Donc, l'idée, c'est... moi, je suis complètement fan du travail qui a été fait avec... sur Rowling. Le travail que j'ai fait m'a permis de découvrir vraiment cette cathédrale immense, cette Sagrada Familia qu'elle a construit avec tous ces détails, tous ces éléments, et en effet cet univers complet qui, par de très nombreux aspects, parle du monde d'aujourd'hui, dans la somme qu'il est, avec toutes ces influences culturelles qu'on partage tous, parce que la mondialisation fait qu'on partage beaucoup plus facilement tous ces éléments-là. Et donc, Harry Potter a révolutionné la littérature pour la jeunesse, parce que même si avant, on avait déjà, avec Diana Wynne-Jones ou Pullman qui arrivait un peu en même temps, des œuvres qui mélangeaient un certain nombre de références, c'est la première fois qu'on a quelque chose d'aussi complexe, d'aussi construit, qui a été proposé à des jeunes lecteurs, avec pendant tout le cycle la possibilité pour le jeune lecteur d'apprendre, de progresser, de développer ses compétences de lecture pour arriver à comprendre que ces textes en fait donnaient un état du monde et amenaient à la réflexion. Et pour autant, elle ne fait pas preuve de moraline dans ses écrits, puisqu'elle offre la réflexion et le lecteur peut se saisir un petit peu de ce qu'il veut. Et donc moi, dans mon travail, je m'attache à faire ça. D'ailleurs, mon pseudonyme Silène vient de là, c'est une référence de Rabelais. C'est l'idée qu'on peut écrire des choses amusantes, populaires, accessibles, et les truffer de plein de petits éléments qui seront eux aussi accessibles si le lecteur souhaite s'en saisir. Et donc dans mon travail, systématiquement, c'est bourré de références. Alors pas aussi bien qu'elle, évidemment, mais en tout cas, elle m'a vraiment inspirée sur la possibilité de faire des livres comme des origamis, où on prend, on replie, à la fin on a une forme, et puis le lecteur, il peut le redéplier s'il a envie, ou juste profiter de la forme de l'origami comme il le souhaite. Voilà. Super. Alors, je sais qu'il ne nous reste pas énormément de temps, donc je vais faire une seule question pour l'ensemble du panel, qui est peut-être une des questions qui me tient le plus à cœur, avant de prendre une ou deux questions du public. Et je me pose la question, c'est une question un peu filée dans notre podcast de fans, quoi, mais où on s'intéresse à du travail à la fois universitaire, du travail de journalistique historique, plein de choses. Et je me pose du coup, qu'est-ce qui distingue en fait les analyses de fans d'analyses universitaires ou professionnelles? Enfin, est-ce qu'il y a une différence en fait entre le travail passionné que fait un universitaire sur un sujet qui le passionne et le travail passionné d'un fan qui va créer une encyclopédie en ligne, un site avec plein d'articles? C'est une question ouverte, je ne sais pas s'il y a une réponse. Mais...
Moi, je pense que dans l'absolu, il n'y a pas de différence, sinon que l'universitaire, de par sa formation, il sait exposer les choses avec méthode et clarté, mais les universitaires, et heureusement, ne sont pas les seuls qui soient capables de clarté et de méthode. Donc, dans les faits, il n'y a pas de différence. Nous, on est des professionnels de ça, quelque part. Mais d'abord, il y a des universitaires pitoyables et il y a des fans géniaux. Donc, je crois que les frontières ne sont pas valables. Voilà. Je suis assez d'accord avec ça. En droit, il y a un côté très technique au droit qui est peut-être un peu plus complexe. Et c'est vrai que nous, on avait des auteurs qui étaient à chaque fois spécialistes d'un domaine du droit, puisque en fait, aujourd'hui, les juristes, ils sont spécialistes d'un tout petit domaine du droit. Et donc, on avait des gens ultra spécialisés qui parlaient d'une toute petite partie de Harry Potter, donc ça permettait d'avoir peut-être une vision un peu plus de spécialiste, d'aller vraiment tout au bout, mais sinon, pour le reste, c'est la clarté et en effet la facilité de partager et aussi, au-delà pour le coup, le côté enseignement, finalement, on a l'habitude de manier ces concepts. Oui, je dirais ça aussi, dans le sens où on a peut-être l'habitude d'utiliser des méthodes où on applique des stratégies, on fait ce qu'on a l'habitude de faire, donc c'est peut-être plus facile en soi. Mais pour écrire un livre sur Harry Potter, il faut aussi être un peu fan de Harry Potter, donc c'est aussi un travail de fan, même s'il y a un travail plus professionnel derrière et tout, mais je pense pas qu'un fan qui n'ait pas fait d'études ou soit pas capable de faire la même chose. S'il veut vraiment s'en donner les moyens, tout est possible. Oui, je crois que quand on est déjà dans la recherche, qu'on a déjà bien étudié un domaine, on arrive avec un certain nombre de compétences qui vont nous permettre d'étudier l'œuvre. Mais le fan, lui, il connaît l'œuvre très bien et il va aller chercher les compétences qui lui manquent pour faire le même travail. C'est même tout à fait dans l'idée de Rowling, je pense. Elle a créé des lecteurs beaucoup plus doués et des chercheurs et des créateurs. Et c'est quand même assez incroyable ce qu'elle a pu faire. Voilà. Et peut-être ça donne... Peut-être la différence, c'est que quand on est universitaire ou enseignant, on est un petit peu plus légitime vis-à-vis des éditeurs ou du monde de la littérature, pour pouvoir dire oui, c'est sérieux ce qu'on fait, parce qu'on a le badge. Là où le fan, lui, on va lui dire non mais ça va, t'es mignon, mais parce que ça reste de la littérature jeunesse et que malgré tout, et je sais pas si vous l'avez ressenti, mais ça reste un sujet d'étude qui est quand même un petit peu moins bien que des sujets sérieux, quoi. On est entre adultes. J'ajouterais juste que c'est vrai que je pense aussi que le savoir s'élabore aussi dans une interaction entre l'universitaire qui écrit et puis les fans passionnés. J'avoue que ce livre, il s'est écrit en famille, comme disait Valentine. C'est moi qui l'ai écrit, mais j'en parlais tous les jours à ma famille, à mes enfants qui sont fans. Et en fait, ils m'ont soufflé plein d'idées. Valentine, comme c'était un peu une enquête sur rechercher les références et puis surtout en quoi, par exemple, un mot de passe, c'est cohérent par rapport à un mot de passe qui permet d'entrer dans la salle commune, c'est cohérent par rapport au dénouement du tome. Valentine, elle m'a alertée sur plein de petits trucs que j'aurais pas vu toute seule, ou en tout cas pas si facilement. Donc le dialogue avec les forces vives, j'allais dire, c'est hyper important. Moi, je veux juste rebondir sur deux choses que tu as dit. La première, c'est que j'ai perdu. Que un fan, il va chercher les compétences qu'il n'a pas pour faire ce qu'il a envie de faire. À l'inverse, je dirais que, en tout cas pour moi, c'est vrai, c'est que il a fallu que, au contraire, que moi je me replonge vraiment dans Harry Potter mais que je connaissais bien et tout, mais que ça faisait longtemps que je m'étais pas à ce point immergé dedans, et il a fallu vraiment à l'inverse que je me replonge dans Harry Potter complètement, que j'essaie de l'apprendre par cœur, que je sache à peu près tout pour bien écrire le livre que j'ai fait. Et la deuxième chose que je veux rebondir, c'est quand tu disais que c'est un livre un peu moins sérieux que les autres livres de notre domaine. C'est aussi le cas pour le jeu vidéo, ça donne l'impression de ça, on peut dire. Bon, le jeu vidéo, voilà, mais même pour les spécialistes du jeu vidéo, j'ai un peu des fois le ressentiment que le livre sur les jeux vidéo Harry Potter, on s'en fout un peu, tu vois. À l'inverse, donc
parce qu'effectivement, Harry Potter s'associe à une génération, puis à la littérature jeunesse qui, dans l'idée, paraissent moins sérieuses, mais en fait, on sera d'accord pour dire pas du tout. C'est beaucoup lié à la France, c'est-à-dire que dans le monde anglo-saxon, ils n'ont pas ce snobisme de dire « Ah, c'est pour les enfants, c'est pour les jeunes, donc c'est pas sérieux et l'université va pas s'y intéresser ». Dans le monde anglo-saxon, américain, anglais, ils ont déjà... Harry Potter est un sujet d'étude à l'université, il y a des thèses, il y a des tas d'articles. Et c'est vrai qu'en France, il y a un peu un snobisme, mais alors moi, c'est vraiment un snobisme contre lequel, en tant qu'universitaire, je veux vraiment lutter. Et je crois qu'on a tous, à notre niveau, contribué justement à faire un peu éclater ces barrières ridicules entre sérieux, pas sérieux, pour vraiment investir cet objet d'étude parmi plein d'autres. Voilà. Complètement d'accord avec ça, ça va beaucoup mieux de ce côté, parce qu'il y a 10 ans, quand on faisait du droit à fiction, les collègues ils rigolaient gentiment en disant « mais tu lances des sorts dans ton amphithéâtre ». Je leur disais « bah oui, de temps en temps, quand les étudiants parlent trop ». Juste, je me reconnais, en fait, c'est génial, je me reconnais complètement dans ce qui vient d'être dit. Pour répondre à ta question, en fait, ce qui change, c'est peut-être la méthodologie. On a fixé une méthodologie avec nos auteurs en leur disant « on travaille de telle façon ». Et l'univers qui nous intéresse, c'est cet univers en intégrant telles œuvres et pas telles autres. Donc on leur a demandé d'appliquer un raisonnement juridique cohérent. Et pour revenir sur ce que disait Silène, je suis complètement d'accord. C'est beaucoup plus facile de publier un bouquin sur Harry Potter en étant universitaire qu'en n'étant pas universitaire. Parce que nous, on est arrivé vers un éditeur plutôt juridique, mais un peu ouvert. Et ça, ils trouvent ça intéressant. Et donc je pense qu'on a peut-être eu plus de facilité à publier parce qu'on était universitaire et donc parce qu'on avait légitimité, parce qu'on avait déjà publié des articles, des ouvrages, que si on était simplement des fans. Et ça, je pense que ça joue beaucoup, en fait. Enfin, c'est sans doute décisif. Mais tant mieux que les lignes bougent un peu, parce que ça nous permet, enfin là, tous vos ouvrages sont quand même relativement récents. Il y a un boom, quoi, ces dernières années, j'ai l'impression, en France, sur voilà, on n'a plus besoin, en tant que fan, d'aller chercher du côté des publications anglo-saxonnes pour avoir des ouvrages vraiment de grande qualité, donc c'est chouette. Alors, on arrive au bout de notre temps, donc on va passer à quelques questions. On va pouvoir en prendre quelques-unes, mais est-ce qu'il y a des questions dans le public? Donc, on a un micro. Vous allez annoncer votre question, elle va être répétée au micro. Moi, je la répète, j'ai pas le droit de vous le tendre. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, le temps que vous réfléchissez, une question. Donc, comment ça s'est passé pour vous, le rapport avec les détenteurs des droits? Par exemple, il y a eu le procès Lexicon, où il y avait tout un problème sur la publication d'un livre. Donc, comment vous, cette relation s'est établie? J'ai bien retranscrit. En tout cas, personnellement, je n'ai aucun contact avec Warner Bros. Voilà. Tout simplement. Parce que dans un ouvrage journalistique, la question ne se pose pas. On peut écrire des interviews et tout. C'est pas comme si je rédigeais une nouvelle histoire ou quelque chose comme ça. Donc la question ne se posait pas spécialement. Après, pour tous ceux qui interviewaient, eux, ils pourraient éventuellement avoir des problèmes éventuels parce qu'ils n'avaient pas forcément toujours le droit de parler. Mais bon, ça, c'est pas moi qui peux les protéger, hein, malheureusement. En fait, en termes de droit, ce qui est interdit, c'est évidemment d'écrire, par exemple, des fictions qui seraient rémunérées, où on récupérerait les personnages de J.K. Rowling, ou de faire ce qu'on appelle du parasitage. Mais quand il s'agit d'analyser une œuvre littéraire, de proposer une lecture, une étude, ça n'est pas interdit, et heureusement, parce que sinon, ça voudrait dire que toute la littérature contemporaine, etc., on ne pourrait pas écrire de thèse dessus, d'analyse, etc. Donc moi, j'ai juste été attentive à ne mettre aucune citation du livre. C'est-à-dire, même si, en fait, là encore, dans une œuvre, on a le droit de faire des citations, il ne faut pas dépasser un certain pourcentage. Mais mon éditeur était très crispé parce qu'effectivement, la Warner est très agressive et fait des procès à tout va. Donc mon éditeur m'a dit, de préférence, aucune citation, c'est plus simple comme ça. J'ai fait les références de chapitre, bien sûr, je n'ai mis que les références de chapitre. Et donc, il n'y a pas eu de problème. Mais c'est vrai que la Warner est extrêmement agressive et fait des procès. Mais enfin là, il n'y a aucun risque. On était exactement dans la même démarche, c'est-à-dire qu'en fait, on fait une étude un peu scientifique des livres, de l'univers. Du coup, c'est un travail de chercheur et pas un travail
comment dire, de création. Du coup, on n'a pas trop de soucis. Nous, on a mis des citations. Parce que notre éditeur ne nous a pas. Mais par contre, on a bien précisé aux auteurs dans nos contributions de ne pas recréer de fiction, enfin de fanfiction finalement, alors qu'on s'était permis de le faire dans un projet en ligne qui avait précédé l'ouvrage, où il y avait une ou deux fanfictions en fait, pour parler du droit. Et là, on a dit non, ça on peut pas le faire parce qu'en effet, sinon on risque un procès et voilà, c'est pas possible. Oui, moi je travaille sur la publication prochaine de mon essai, donc chez Brajlon, et la question s'est posée. Et ils sont plus habitués à faire des fictions, et dans les fictions on est vraiment coincé, faut qu'on fasse très attention, mais dans le travail universitaire on a le droit de citer. Seulement, comme ils ont peur, voilà, on va raconter, de donner des références plus que citer. Oui, par exemple, moi je ne pouvais pas mettre d'image d'aucun jeu, par exemple, évidemment. C'était le même, comme Valentine a été contrainte. Pareil pour illustrer, l'éditeur a choisi un illustrateur qui a fait des illustrations, qui a créé des illustrations spécifiques. J'en profite pour préciser que tous les ouvrages dont on a parlé là sont absolument magnifiques. D'ailleurs, vous avez tous un point commun, vous avez de la dorure. Vous êtes tous de la dorure. Donc apparemment, c'est une note à prendre. J'espère que ton essai a prévu faire de la dorure alors. Il faut absolument avoir de la dorure sur des... Voilà. On a peut-être le temps de reprendre une question. Est-ce qu'on a le temps de reprendre une question? Oui. Une toute petite. Alors, c'est plutôt une remarque qu'une question. C'est plutôt, sachant que vous êtes tous fans de la saga, est-ce que vous avez une citation que vous aimez particulièrement? Oui, moi je peux pas la citer textuellement, je m'en rappelle jamais au moment, mais c'est évidemment le moment où Dumbledore dit à Harry que c'est pas parce que c'est dans sa tête que ça n'existe pas. C'est ma préférée aussi. Copieuse. Moi, c'est la même scène aussi. J'aime bien aussi l'idée où il dit à Harry, tu vois, il y a des trains, tu peux prendre un train qui part par là, mais tu peux en prendre un autre. Parce que je crois que toute la saga, elle est fondée sur cette idée de choix et de liberté, de capacité à chacun de décider de son destin, quels que soient les bagages qui trimballent et le passé parfois douloureux qui trimballe avec lui. Donc j'aime bien cette idée, je trouve c'est un message très positif. Moi, c'en serait une autre Dumbledore que je ne peux pas citer aussi texto comme ça, mais c'est quand il explique à Harry, il lui dit qu'un jeune ne peut pas savoir comment un vieil homme pense, mais que le vieil homme est dans l'erreur s'il ne se souvient plus comment pense la jeunesse. Je trouve que c'était très sage, j'aime bien. Dumbledore, il nous fournit des bonnes citations en général. Après, il y a... je ne sais plus comment c'est en français, c'est un peu nul. Je pense que tout le monde la connaît ici, mais Don't let the muggles get you down. Je pense que c'est un bon mantra de manière générale. Ça veut dire quoi? Ne laisse pas les moldus te laisse pas faire par les moldus. Voilà, désolé. Non, moi, j'arrive pas à retrouver la citation, mais je sais que c'est dans l'échange entre Harry et le nouveau Premier ministre Rufus Scrimgeour. Et à un moment donné, il y a cette question de Harry qui doit renoncer à ses propres intérêts pour l'intérêt de la nation. Enfin, en gros, il y a tout cet échange dans lequel on lui demande d'être un peu le symbole justement de l'intérêt général et en gros et Harry refuse. Et on sent que c'est le début justement du basculement de... Je n'ai pas la citation en tête, mais dans ce passage-là, justement, en tant que juriste, ça m'a interpellé. Je me souviens d'un passage, j'adore, j'ai revu une citation extraite de ce passage il y a très très peu de temps, c'est pour ça que je m'en souviens. Il y a un moment aussi où Scrimgeour s'énerve un peu et dit à Harry il est temps, jeune homme, que vous appreniez le respect. Et Harry répond il est temps que vous méritiez ce respect. Quelque chose comme ça, et là c'était... Alors, je peux en rajouter une? C'est aussi le jour où Dumbledore dit qu'une nuit, il avait envie de faire pipi et il est tombé sur une salle remplie de pots de chambre. Je trouve que c'est hyper important parce que justement, il y a aussi cette notion importante d'humour chez J.K. Rowling dont on n'a pas pu parler parce qu'on n'avait pas le temps, mais cette idée que les figures d'autorité et les figures de sagesse, c'est aussi celles qui savent se moquer d'elles-mêmes et faire preuve aussi d'un peu d'humour. Et se rappeler qu'elles ont un corps qui fait pipi, caca, etc. Et je trouve que c'est très important aussi
Harry Potter sans l'humour, c'est pas Harry Potter. Bah, merci pour ce beau mot de la fin. Est-ce que tu veux... Non, c'est bon. Excuse-moi, c'est... Bah, merci à tous d'avoir suivi. Et puis merci pour ces belles questions. On espère que cet épisode vous a plu. Vous pouvez toujours contacter l'équipe par mail rédaction@gazette-du-sorcier.com, sur la page Facebook de l'émission L'Académie des Sorciers ou sur Twitter @aspic_GDS. Les épisodes sont disponibles sur iTunes et sur SoundCloud, mais aussi sur la chaîne YouTube de la Gazette en différé et sur toutes les plateformes de podcast sous le nom Les Podcasts de la Gazette. Et nous remercions Caligula qui a composé le générique d'après les thèmes de John Williams et Salem pour le montage. Et on vous dit à très bientôt pour le prochain épisode de l'Académie des Sorciers. Et puisqu'on a oublié de faire notre conclusion habituelle en public, on va la faire maintenant. Passe tes bus d'abord. 2 ans d'émission, toujours pas synchronisé là-dessus, mais c'est pas grave.